Imagine un pays où la monarchie n'est pas un pouvoir, mais un mythe vivant. Un pays où l'homme le plus important n'est pas un président ni un chef d'armée, mais l'héritier d'un secret vieux de 2000 ans. Au Japon, l'empereur n'est pas un roi, il est le Tenno, le souverain céleste. L'ombre d'un dieu ancien projeté sur le béton du monde moderne. Des gratte-ciel, des trains à 300 km/h, des robots, des algorithmes, des écrans partout. Et au centre, immobile, un palais hors du temps. Un îlot de pierre et d'eau au cœur d'une mégalopole de 37 millions d'âmes. Mais aujourd'hui, quelque chose se fissure. Pour la première fois depuis 2000 ans, le Japon fait face à un mur biologique, un mur sacré. Une question que personne n'osait formuler commence à circuler à voix basse dans les couloirs du pouvoir. Et si le Japon devait tuer son propre mythe pour ne pas disparaître? Car ce qui est en jeu, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une réforme. C'est la survie même d'un symbole qui a traversé les empires, les guerres, les bombes atomiques et qui pourrait mourir d'un simple manque d'héritier. Le poids du sacré, le sang des dieux. Le Tenno n'est pas un chef d'État, il est une preuve vivante. La preuve que les dieux n'ont jamais totalement quitté la terre. Selon la tradition, sa lignée descend directement d'Amaterasu, la déesse du soleil. Celle qui aurait ouvert la grotte du monde, celle qui aurait donné naissance au Japon lui-même. Depuis des siècles, une seule règle domine tout. La lignée doit être pure, ininterrompue, masculine. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat. C'est une architecture sacrée, la colonne vertébrale invisible du pays. Dans l'imaginaire japonais, l'empereur n'est pas un homme comme les autres. Il ne parle pas de politique, il ne gouverne pas, il existe. Il incarne, il est le point fixe autour duquel tourne la nation. Mais même les dieux ne peuvent rien contre l'arithmétique. Aujourd'hui, il ne reste que presque plus d'héritiers mâles. Toute la monarchie la plus ancienne du monde, 2600 ans d'histoire continue, repose désormais sur un seul corps, celui d'un adolescent, le prince Hisahito. Un seul garçon, une seule branche, une seule respiration entre le mythe et le vide. Une grippe, un accident, un refus de régner et le fil se rompt définitivement. Le Japon, ce pays obsédé par la continuité, découvre soudain ce qu'il déteste le plus, le vide, l'apparition, celui que le peuple a déjà choisi. Pourtant, au milieu de ce compte à rebours silencieux, une autre figure se lève. Lors des vœux du Nouvel An, une femme se tient dans la foule. Elle a 30 ans, elle serre un petit drapeau blanc et rouge entre ses doigts gelés. Autour d'elle, des retraités, des enfants, des couples, tout un peuple rassemblé. Elle scrute le balcon impérial, son cœur bat plus vite. Elle murmure « Où est-elle ?» Puis elle la voit, une silhouette, bleu pâle, un visage calme, port de tête qui ne demande rien, mais impose le respect, la princesse Aiko. À ce moment précis, la foule change de rythme. Ce n'est plus une cérémonie, c'est une attente, un besoin. Quand Aiko lève la main, la foule ne l'applaudit pas, elle respire, elle espère, elle appelle son nom. Parce que pour beaucoup de Japonais, le futur est déjà là. Aiko est cultivée, Aiko est discrète, Aiko est aimée. Aiko incarne la continuité. Elle a étudié l'histoire, elle parle aux enfants, elle écoute. Elle ne revendique rien. Mais sa simple existence pose une question explosive. Pourquoi serait-elle indigne ? Simplement parce qu'elle est née femme, mais dans ce système millénaire, cela suffit à l'effacer du destin. Le conflit, le mythe ou la vie. Dans l'ombre, les gardiens du temple paniquent. Pour eux, autoriser une impératrice, ce n'est pas un progrès. C'est une profanation. Car si une femme monte sur le trône, la lignée masculine s'arrête. Et avec elle, l'illusion d'une continuité divine ininterrompue, le Japon perdrait ce qui le rend unique. Il deviendrait mortel, historique, ordinaire. Or, le Japon a toujours préféré changer, sans que cela se voie. Changer lentement, silencieusement, dissoudre ses ruptures dans le rituel. Il l'a fait pour son armée, il l'a fait pour son économie, et il l'a fait pour son immigration. Mais cette fois, le choix est brutal, binaire, cruel.
soit préserver la pureté du mythe et accepter que la monarchie s'éteigne, soit sauver l'institution au prix d'un sacrilège. Ce n'est pas un débat constitutionnel, c'est une lutte entre deux destins fondamentaux, la fidélité aux morts ou la responsabilité envers les vivants. C'est le choc envers le Japon éternel et le Japon réel. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Le miroir de l'éternité. Ce que vit le Japon, ce n'est pas un problème local. C'est une question universelle. Que vaut une tradition quand elle empêche ce qu'elle protège de continuer à exister? Le Japon regarde son reflet, un pays ancien, magnifique, fragile. Il peut rester figé dans une perfection fossilisée, ou accepter que même les mythes doivent muter pour survivre. Peut-être qu'un jour, une femme s'assiera sur le trône du chrysanthème. Et ce jour-là, ce ne sera pas seulement une impératrice qui naîtra, ce sera une civilisation entière qui reconnaîtra que l'éternité ne se conserve pas, elle se transmet. Et quel est le mot japonais de la fin? Keisho, la transmission.